Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce numéro de votre émission Santé pour tous qui a choisi de s'intéresser au paludisme, une maladie qui touche plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Maladie présente principalement dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Le paludisme est un problème de santé majeur au Burkina Faso. Et globalement, le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus touchés. Il est endémique dans tout le pays avec une poussée saisonnière de juin à octobre. Si le taux de décès au niveau mondial est de 4%, au Burkina Faso, il atteint 22%. Le paludisme est à l'origine de 43% des consultations médicales au plan national. Le taux de mortalité a chuté de 17,3% entre 2016 et 2019, passant de 0,427% à 0,72% pour 1000 habitants à risque. Le nombre de cas a également baissé durant la période, passant de 402 à 387 pour 1000 habitants à risque. Selon l'annuaire statistique de 2018, il ressort que le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. En effet, ces statistiques indiquent que le paludisme est responsable de plus de 39% des motifs de consultation, plus de 41% des motifs d'hospitalisation et plus de 17% des décès. Les enfants de moins de 5 ans restent les plus touchés. Plus de 40% des motifs de consultation, plus de 50% d'hospitalisation, plus de 28% de décès. Quant aux femmes enceintes, elles constituent aussi une cible vulnérable. En effet, en 2018, plus de 31 000 cas graves de paludisme ont été notifiés avec 7 décès. Pour échanger autour du paludisme, nous recevons pour vous le docteur Ga Awa Traoré. Bienvenue, docteur. Merci, Madame Ouedraogo. Avec le docteur Traoré, il sera question de parler du paludisme, des causes, des conséquences et j'en passe. Le docteur Ga Awa Traoré est médecin généraliste au district sanitaire de Nord-Massam. Elle est également enseignante de pathologie médicale dans les écoles de santé de la place. Sur ce, docteur Ga Awa Traoré, qu'est-ce que le paludisme? Merci, Madame Ouedraogo. Le paludisme, c'est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Dans les formations sanitaires, on définit le paludisme comme étant une fièvre ou un antécédent de corps chaud dans les 72 dernières heures précédentes avec une goutte épaisse positive ou un test de diagnostic rapide positif au palu. Pourquoi le paludisme sévit beaucoup plus en Afrique? Est-ce parce que l'Afrique est un continent qui manque de moyens ou encore y a-t-il d'autres explications? En ce qui concerne le fait que le paludisme sévit plus en Afrique, je dirais qu'il y a 3 principales causes. Lesquelles? La principale cause, c'est d'abord lié même au climat. Surtout en Afrique de l'Ouest, où nous vivons dans un climat tropical. Donc le climat tropical favorise la pullulation du moustique, de l'anophèle femelle, qui est le vecteur du paludisme. Est-ce à dire que c'est parce que donc nos pays sont chauds et que de l'Occident, du côté de l'Occident, il fait frais que le moustique n'arrive pas à se reproduire plus rapidement ou bien il n'existe pas là-bas? Si, il y a des moustiques aussi en Europe. Mais dans notre contexte, en fait, comme vous l'avez dit, le climat tropical, c'est dit, il fait chaud et après, nous avons la saison pluvieuse. Et c'est généralement pendant la saison pluvieuse que le moustique a tendance à se développer. Parce que dans notre contexte,
il y a beaucoup de flaques d'eau. Les flaques d'eau qui restent, l'eau qui stagne, et ça favorise la pullulation du germe. Là, il faut parler d'hygiène. Voilà. Parce que on remarque que, dans nos quartiers, en général, les eaux sales, on les jette au dehors et avec tous les déchets. Et c'est une maladie qui sévit en zone rurale. Parce que, vous savez, comme vous-même vous l'avez dit, en zone rurale, il y a aussi le problème d'hygiène qui se pose. Donc, les gens ont tendance à garder les canaris dans les maisons. Et dans ces canaris qui ne sont pas couverts, le moustique peut facilement se développer. Donc, pour dire, ça, voilà, se reproduit. Donc, ça constitue un gîte larvaire. Et les moustiques se développent rapidement et ils peuvent transmettre le paludisme. Et il faut dire qu'en général, en milieu rural, comme il y a les questions d'eau qui se posent, les gens sont obligés de faire des provisions dans des récipients. Mais qu'est-ce que vous conseillez donc à ces populations du milieu rural-là? Ça veut dire qu'il faut veiller à couvrir les quantités d'eau que l'on garde dans des canaris pour éviter que le moustique donc ne se reproduise, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il est recommandé en fait de recouvrir ces canaris d'eau et de ne pas garder l'eau pendant longtemps. Parce que c'est en gardant l'eau pendant des jours et des jours dans le même récipient que ça constitue un gîte larvaire. D'accord. Et en dehors de ça, Madame Ouedraogo, j'aimerais aussi ajouter que et le fait aussi qu'il y ait beaucoup plus de cas de paludisme en Afrique de l'Ouest, ça peut aussi être dû au terrorisme qui sévit actuellement dans notre contexte. Par exemple, dans le contexte du Burkina, et avec le terrorisme qui sévit depuis pratiquement 6 ans, il y a eu beaucoup de déplacés internes dans le pays. Et du coup, ces personnes n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas de maison. Ce sont des gens qui vivent, voilà, les conditions de vie sont précaires. Leurs conditions de vie sont précaires. Et ce sont des gens, ils n'ont généralement pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès aux répulsifs contre les moustiques. Donc ces populations constituent véritablement une source vulnérable aussi, une population vulnérable pour le palu. Donc c'est ce qui peut expliquer le fait que les chiffres soient en progression. Tout à fait. D'accord, merci docteur. Alors, on peut classer le paludisme parmi quel type de maladie? Le paludisme, c'est une maladie infectieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une maladie infectieuse? Ça veut dire que c'est dû à une infection, mais une infection parasitaire. Parce que le microbe qui est à l'origine du palu, c'est un parasite qu'on appelle le plasmodium. Mais par là, je vais ajouter que le paludisme est une maladie endémique, surtout dans notre contexte, parce qu'elle sévit toute l'année et avec des variations saisonnières. Donc, on va remarquer que pendant la saison pluvieuse, notamment à partir du mois de juillet, il y a beaucoup de cas de palu. Mais nous avons remarqué qu'il y a encore plus de cas de palu en fin de saison pluvieuse. Donc, généralement, vers le mois d'octobre et de novembre, on a beaucoup plus de cas de paludisme. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe, qui reste, qui stagne. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui stagne. Au moment où l'eau coule, en ce moment, le vecteur, il n'arrive pas à se développer. Mais quand l'eau stagne, ça constitue des gîtes larvaires. Et le vecteur qui est l'anophèle se développe plus rapidement. Et c'est pendant ces périodes aussi qu'on a beaucoup plus de cas de paludisme grave et on a des densités parasitaires très élevées. Docteur, quand est-ce qu'on peut dire qu'on souffre de paludisme? Je veux parler des symptômes. Quels sont les signes en général? Et ces signes-là, est-ce que lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est une personne adulte, lorsqu'on est une personne du 3e âge, est-ce que les signes, ces symptômes-là diffèrent d'une personne à une autre? Concernant les symptômes, d'abord, je vais différencier parce qu'il y a 2 formes cliniques de paludisme. Il y a le paludisme simple et il y a le paludisme grave. Et parlant de paludisme simple, comme je l'avais dit précédemment, il s'agit d'une personne
qui fait la fièvre ou bien qui a eu un antécédent de corps chaud dans les 72 heures précédentes avec la positivité d'une goutte épaisse ou d'un TDR, un test de diagnostic rapide de palu et l'absence de signes de gravité. Et parlant de paludisme simple, les signes sont généralement la fièvre, les maux de tête, les maux de ventre, donc douleur abdominale, les nausées, les vomissements, une personne qui se sent faible, il a mal partout. Il y en a qui vont dire qu'ils ont mal aux muscles, qu'ils ont mal au dos. Musculaires. Voilà, des douleurs musculaires, des dorsalgies. Mais là, nous, on va classer ça étant des algies diffuses ou des courbatures. Et là, ce sont les signes de paludisme simple. D'accord. Et quand il s'agit du paludisme grave, comment ça se manifeste? Le paludisme grave, il a beaucoup de signes. Il a des signes biologiques que seuls les agents de santé peuvent connaître. Et il y a les signes cliniques. Donc, parlant des signes cliniques, et une personne qui a des troubles de la conscience. Quand on dit trouble de la conscience, ça veut dire que c'est comme si la personne a une désorientation temporo-spatiale. La personne n'arrive pas à répondre exactement aux questions qu'on lui pose ou à peine la personne arrive à parler. Donc, on dira que la personne a des troubles de la conscience. Et aussi, parlant de signes de paludisme grave, ça peut aussi être une personne qui vomit tout ce qu'il mange. Donc, on appelle ça des vomissements incoercibles. Il vomit beaucoup, plus de 5 fois par jour. Ce sont des signes de paludisme grave. Et toujours parlant des signes de paludisme grave, une personne qui ne peut pas s'asseoir, qui ne peut pas manger, qui ne peut rien boire. La personne est tout le temps couchée. Ce sont des signes de palu grave. Et il y a l'anémie sévère aussi. Et comment fait-on pour connaître l'anémie sévère? Il suffit de regarder les conjonctives au niveau des yeux. On va voir que c'est pâle. La personne a tendance à être pâle. Et la couleur de la peau de la personne a tendance à changer. Donc, face à ces signes, il faut rapidement aller consulter. Parce que le paludisme grave constitue une urgence médicale. Et en ce qui concerne les enfants, un enfant qui refuse de téter, cela constitue un signe de paludisme grave. Un enfant qui convulse ou bien qui a eu des antécédents de convulsion, c'est un signe de paludisme grave. Et aussi un enfant qui vomit tout ce qu'il mange, c'est un signe de paludisme grave. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des confusions? Parce qu'on entend les gens généralement dire « je fais du palu parce que je fais de la fièvre, j'ai des courbatures, j'ai un peu mal partout ». Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut se tromper? Les signes peuvent peut-être ressembler à ceux du palu sans forcément être du palu. Parce que quand je dis cela, c'est parce que j'entends des gens qui parlent même de paludingue. Est-ce que l'appellation paludingue s'y est d'abord? Est-ce que, comme vous l'avez dit précédemment, il n'y a pas des moments où on peut peut-être se tromper? Oui, bien sûr, Madame Ouedraogo, il y a des moments où les gens se trompent. C'est pour ça qu'il faut aller consulter dès qu'on a les signes. Parce qu'il n'y a pas que le palu qui donne la fièvre. Il n'y a pas que le palu qui fait vomir. Il n'y a pas que le palu qui donne des algies diffuses. Il y a la maladie qu'on appelle la dengue aussi, qui a exactement les mêmes signes que le palu. Il y a la fièvre typhoïde, qui sévit aussi dans notre contexte et qui a les mêmes signes que le palu, et même une infection bactérienne et même une infection pulmonaire peut commencer par de la fièvre, par des vomissements, alors que l'infection se trouve au niveau des poumons. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller consulter et l'agent de santé va demander une goutte épaisse ou un TDR qui est disponible dans toutes les formations sanitaires de la place. Et là, on pourra savoir si ce n'est pas le palu, on pourra rechercher les signes d'autres maladies et les soigner. Comment le paludisme peut évoluer? Je veux dire, les différentes phases. Est-ce qu'on fait d'abord de la fièvre, ensuite il y a les courbatures, ou encore les signes viennent en même temps, tout dépend de l'organisme. Comment se passe donc
le processus, comment ça évolue? En ce qui concerne le palu, je dirais que les gens n'ont pas les mêmes manières de présenter les signes. Et aussi, on n'est pas obligé de trouver tous les signes pour poser le diagnostic de palu. Non. Une personne peut simplement venir avec des céphalies. On fait la goutte épaisse et la goutte épaisse est positive. La personne peut simplement venir avec des douleurs abdominales. On fait la goutte épaisse et elle est positive. En fait, on voit que le paludisme a un autre visage, des signes atypiques, quoi. Tout le monde ne fait pas la fièvre, en fait. C'est généralement les enfants qui font la fièvre, sinon généralement les adultes. Avec l'expérience que j'ai, quand je vois un adulte qui fait la fièvre avec le palu, c'est que la densité parasitaire est très très forte. Elle est élevée. Elle est élevée. Et à quel moment on parle de paludisme froid? On entend parler de paludisme froid ou encore de paludisme des nerfs? Paludisme des nerfs. Bon, en fait, ce terme n'est pas médical. On dira paludisme grave, forme neurologique. C'est-à-dire? C'est quand la personne a des signes de palu avec une goutte épaisse positive au Plasmodium falciparum et un signe de danger tel que les troubles de la conscience, voire même le coma. Ça peut aller jusqu'au coma? Ça peut aller jusqu'au coma. Si la densité parasitaire est très élevée, ça peut aller jusqu'au coma. D'accord. Mais généralement, les signes ne viennent pas brutalement. C'est de façon progressive et généralement, ce sont des patients qui n'ont pas été pris en charge à temps. Et par là, je profite en même temps pour dire que devant tout signe de paludisme simple, il est impératif d'amener le malade en consultation qui doit avoir une prise en charge le plus tôt possible et une prise en charge correcte. Et parlant donc de cette prise en charge-là, qu'est-ce qu'il faut donc comme soin quand il s'agit de paludisme? Quel est le traitement approprié, le traitement ici au niveau du Burkina Faso? Ici au niveau du Burkina Faso, concernant le paludisme simple, nous utilisons généralement deux principales molécules, et les dérivés de l'artémisinine. Donc d'abord, nous utilisons l'artéméter plus luméfantrine associée, donc communément appelé Coartem et Laritem, Artefan. Et nous utilisons aussi la dihydroartémisinine piperakine, donc communément appelée Malacu, Diocotexin. Et là, ce sont les recommandations du Programme national de lutte contre le paludisme. Et ce traitement, est-ce qu'il est valable aussi bien chez les enfants que chez les adultes, que chez les femmes enceintes, ou encore les traitements ne sont pas les mêmes? Si, le traitement est le même chez les enfants et les adultes, mais c'est en fonction du poids. On doit adapter la posologie en fonction du poids du malade. Donc, pour dire qu'un enfant, par exemple, qui a 10 kilos, il n'aura pas la même posologie qu'un adulte. Et concernant les femmes enceintes, ce qui est recommandé, c'est la quinine en comprimé, qui est recommandé chez les femmes enceintes avant le deuxième trimestre. Mais à partir du deuxième trimestre, la femme enceinte peut prendre aussi l'association artéméter-luméfantrine. Est-ce qu'on peut faire du paludisme? On n'a pas de soins, on n'est pas soigné et en guérir? Je dirais non. Parce que c'est un parasite, le plasmodium, surtout le Plasmodium falciparum, qui sévit à 90% dans notre contexte. Et c'est lui qui est à l'origine du paludisme grave. Donc, une personne qui contracte le paludisme dû au Plasmodium falciparum et qui n'est pas pris en charge à temps et correctement, cela va évoluer vers un paludisme grave qui peut amener des désordres dans son organisme et même engendrer le pronostic vital du patient. Donc, pour dire que le patient peut perdre la vie s'il n'est pas pris en charge. Donc, tout cas de palu doit être pris en charge correctement et le plus tôt possible. S'il n'est pas pris en charge, vous avez évoqué le fait que ça peut évoluer vraiment négativement. Quelles peuvent être encore les conséquences
il y a des moments où on entend dire que lorsque le palu est mal soigné, il peut y avoir des problèmes au niveau du foie. Est-ce seulement au niveau du foie? Bon, ce n'est pas seulement au niveau du foie. En fait, quand les gens parlent du niveau du foie, c'est parce qu'il y a le passage hépatique. Une fois que le plasmodium est dans le sang, il va d'abord aller au niveau du foie et là, il va se multiplier avant d'être libéré dans le sang. Donc, effectivement, il peut y avoir un désordre au niveau du foie. Il peut aussi y avoir une anémie. Voilà, une anémie sévère. Et c'est généralement l'anémie même qui tue les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et aussi, il faut savoir, parlant des complications du palu, on peut aussi avoir une insuffisance rénale. Le paludisme peut engendrer bel et bien une insuffisance rénale. Et le paludisme, comme je l'avais dit... Lorsque le traitement il n'est pas fait à temps ou convenablement, vous voulez dire? Tous les deux. Si le traitement n'est pas fait, s'il n'est pas fait à temps, s'il n'est pas fait convenablement. Parce que le traitement, que ce soit le paludisme simple ou le paludisme grave, ça doit être adapté au poids du patient. Et il y a des heures bien précises pour l'administration des produits. Docteur, mais parlant toujours du traitement, on a vu que vous avez évoqué ce qu'on appelle l'artéméter, luméfantrine et bien d'autres produits, mais au tout début du palu du traitement, je me réfère peut-être à nous quand nous étions plus jeunes, on entendait parler plutôt de chloroquine, de nivaquine, mais de plus en plus on parle d'artéméter, luméfantrine. Pourquoi? Est-ce à dire que la chloroquine n'est plus efficace? En fait, on parle maintenant des dérivés de l'artémisinine parce que la chloroquine n'est plus est devenue résistante. Le moustique, il s'est muté ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu bon, est-ce que je dirais qu'il y a eu une mutation? Mais le microbe, le plasmodium, a tendance à résister maintenant à la chloroquine. Donc nous vivons dans une zone chloroquino-résistante. Donc du coup, il fallait chercher d'autres molécules. Mais je pense qu'il y a encore d'autres molécules, mais qui ne sont pas, qui sont utilisées dans notre contexte, mais qui ne sont pas dans les directives nationales, telles que l'artémisia, qui est une plante cultivée même au Burkina, très efficace pour la prise en charge du palu, mais il n'est pas dans les directives nationales. Et parlant toujours donc des traitements, est-ce que le traitement chez la femme enceinte, on peut parler de traitement préventif? Oui. Et parlant donc des traitements préventifs, est-ce que moi, à mon niveau, comme vous, à votre niveau, comme tout le monde, on peut de temps en temps prendre des médicaments pour la prévention? Comment cela doit se passer? Est-ce que tous les jours, quand je me lève, je peux avaler un comprimé d'artéméter, luméfantrine? Comment se fait la prévention? Si vous devrez vous lever chaque jour et avaler un comprimé d'artéméter, luméfantrine, vous risquez de bousiller votre rein. Donc là, il y a danger. Ah oui, il y a danger. En fait, actuellement, les femmes enceintes, elles le prennent alors. Et je vous explique. Actuellement, la prévention du paludisme au Burkina est axée sur les populations vulnérables. Quand je dis population vulnérable, c'est parlant des enfants de moins de 5 ans, donc des enfants de 3 mois à 5 ans. Et ça, c'est la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et aussi les femmes enceintes, qui sont aussi un groupe vulnérable. Et là, c'est le traitement préventif intermittent. Et pour répondre à votre question, chez la femme enceinte, c'est le traitement préventif intermittent à la sulfadoxine pyrimétamine qui est administré à la femme enceinte à partir de la 16e semaine d'aménorrhée ou dès l'apparition des mouvements actifs du fœtus. Donc pour dire à partir du 2e trimestre de la grossesse. Et en ce moment, le médicament doit être administré devant un agent de santé. Ce sont 3 comprimés en prise unique
que la femme va avaler, mais il faut un intervalle de 1 mois entre 2 prises. Et chez les enfants, c'est la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et ce sont des médicaments antipaludiques qu'on distribue pendant la saison de pic. Donc, à partir du mois de juillet, août, septembre, octobre, il y a et dans toutes les formations sanitaires, le Programme national de lutte contre le paludisme donne des médicaments pour faire les porte-à-porte et donner les médicaments aux enfants de 3 mois à 59 mois. Donc 3 mois à 5 ans. Et pour ces enfants, c'est vraiment un traitement complet de palu. Et c'est composé de sulfadoxine pyrimétamine plus l'amodiaquine. Donc le premier jour, l'administration se fait devant l'agent de santé. Et ça, c'est la sulfadoxine pyrimétamine plus l'amodiaquine. Et les 2 autres jours, on donne le reste du médicament à la maman de l'enfant qui va donner un comprimé d'amodiaquine à l'enfant par jour pendant 2 jours. Et ce traitement protège l'enfant pendant combien de temps? Ce traitement protège l'enfant pendant 1 mois. Donc, c'est pour ça que le mois suivant, encore la même chose, la même campagne est faite encore. Et ce, pendant 4 mois. Pour prévenir donc le paludisme au niveau des enfants. Voilà. Et au niveau des adultes, comment ils peuvent? Au niveau des enfants, et pour prévenir aussi le paludisme grave. Parce qu'avec la chimioprévention du paludisme saisonnier, on a remarqué que ça prévient 75% de cas de paludisme et ça prévient 75% de cas de paludisme grave. Et au niveau des adultes, comment est-ce que les adultes peuvent faire en sorte donc de prévenir le paludisme à leur niveau? Au niveau des adultes, nous, en tant qu'agents de santé, on leur suggère aussi de prendre la sulfadoxine pyrimétamine, c'est-à-dire le médicament qu'on donne aux femmes enceintes. Donc, communément sur le marché, Maloxine, Laridox, voilà. Les 3 comprimés en prise unique et il faut attendre 1 mois avant de renouveler. Là aussi, donc, la prévention, est-ce que pour les personnes adultes, on peut le faire en saison hivernale? Parce que on remarque en général, vous l'avez déjà souligné, c'est à partir du mois de juillet, on dirait même juin, jusqu'en octobre qu'on constate un pic au niveau des cas de paludisme. Est-ce que moi, à mon niveau, dès qu'on est au mois de juin, je peux commencer donc par faire le traitement préventif juste pour cette période-là? Oui, bien sûr, c'est possible. Et passer cette période, donc on peut s'en passer? Oui. D'accord. Mais il faut que les prises soient espacées d'1 mois. Parlant toujours de la prévention, quels sont peut-être les comportements qu'on peut adopter pour se prévenir? Vous avez parlé donc peut-être de ce qu'on peut appliquer. On voit les gens appliquer des pommades ou encore des sprays, des répulsifs. Qu'est-ce que vous pensez de cela comme moyen de prévention toujours? Ce sont des moyens de prévention qui sont vraiment recommandés et qui sont dans les directives nationales. Donc, on appelle les mesures individuelles en utilisant les répulsifs et en faisant la pulvérisation intradomiciliaire aussi pour tuer le vecteur et en se débarrassant des gîtes larvaires, comme je l'ai dit, les flaques d'eau dans les cours, dans les concessions. Et en plus de cela, il faut, autant qu'on le peut, utiliser les grilles anti-moustiques et aussi utiliser les moustiquaires. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qu'on appelle MILDA. Les moustiquaires qui sont distribués tous les 3 ans par le pays et qui sont aussi donnés à toutes les femmes enceintes. Donc, il est vraiment conseillé de les utiliser, de dormir sous moustiquaire de jour comme de nuit. Même quand on ne supporte pas les moustiquaires, c'est recommandé. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas la moustiquaire. En fait, ils disent qu'ils ne supportent pas le produit. Parce qu'une fois qu'ils se couchent sous la moustiquaire, ils commencent à se gratter. Oui, on a constaté qu'il y a des gens qui parlent d'allergie. Alors, qu'est-ce qui est dû à cela? Et c'est à cause du produit, en fait. Puisque ce sont des moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides. Donc, il y a des gens
qui présentent l'allergie. Donc, ce qui est recommandé, une fois que la personne prend la moustiquaire, il faut laver la moustiquaire avec du savon et étaler, pas au soleil. À l'ombre. Voilà, étaler à l'ombre. Et quand ça sera sec maintenant, tu peux l'utiliser sans problème. Pourquoi il ne faut pas étaler ça au niveau du soleil, sous le soleil? Si c'est étalé au soleil, le produit sera détruit. Donc, il n'y a plus d'efficacité. Il n'y aura plus d'efficacité. Okay. L'efficacité va diminuer. Voilà. Concernant le vaccin, qu'en est-il? Est-ce que le vaccin, il y a espoir que le vaccin contre le paludisme verra le jour d'ici là? Moi, je crois que le vaccin verra le jour bientôt. Parce que le vaccin, il est toujours en phase d'essai, mais il est à la dernière phase d'essai, à la 4e phase. Donc, je pense qu'après ça, puisque actuellement, il y a une cohorte d'enfants qui sont suivis, ici même au Burkina, je pense qu'après ça, ils pourront mettre à disposition le vaccin. Mais le vaccin sera probablement pour les enfants, pas pour les adultes. Concernant toujours les conseils, qu'est-ce que vous avez comme conseil donc à donner aux populations de manière générale, ceux qui nous suivent, je veux dire les téléspectateurs? Quels sont les conseils que vous avez à leur donner concernant donc le paludisme? De manière générale, je dirais que le paludisme, c'est une maladie vraiment à prendre au sérieux. Parce que les Burkinabés ont tendance à consulter tard. Et il faut savoir qu'en 2020, il y a eu 11 millions de cas de paludisme au Burkina avec 4000 décès. Rien qu'au Burkina Faso. Au Burkina seulement. Sans compter le reste de l'Afrique. Sans compter le reste de l'Afrique. Et je trouve que c'est trop. Les chiffres sont alarmants. Les chiffres sont alarmants. Donc je conseille véritablement à la population, si une personne se sent malade, il faut aller consulter le plus tôt possible. Et il faut éviter l'automédication. Parce que l'automédication, non seulement tu peux ne pas respecter les posologies qu'il te faut, mais aussi l'automédication peut engendrer des résistances. Et du coup, le médicament peut ne plus marcher. Et il faut savoir aussi que un paludisme qui n'est pas soigné à temps évolue vers la gravité, qui peut tuer. Et pour ce faire, j'invite vraiment la population à aller consulter le plus tôt possible et aussi à utiliser les mesures individuelles et les mesures collectives de lutte contre le palu pour prévenir le palu. Et par ailleurs, parlant de la prévention du paludisme chez les enfants, il y a beaucoup de femmes qui n'utilisent pas le produit que les agents de santé viennent donner parce qu'ils disent que le produit fatigue leurs enfants ou que ça les rend malades. Donc moi, je veux juste les conseiller. Il faut bien faire manger l'enfant et lui donner le médicament. Souvent, c'est parce que l'estomac est vide, voilà, qu'on réagit mal au médicament. Justement, si l'enfant a seulement bu un gobelet de bouillie, c'est sûr que le médicament va le secouer parce que la modiakine secoue un peu et la SP, la sulfadoxine pyrimétamine, secoue aussi un peu, bien qu'on puisse les prendre à jeun. Donc moi, je conseille de bien faire manger les enfants et de leur donner les médicaments. Ne prenez pas les médicaments et les jeter. Ne prenez pas les médicaments et les déposer. En donnant le médicament, vous allez prévenir les cas de paludisme grave chez vos enfants. Et un appel aussi pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes aussi, je leur suggère véritablement, à partir du 2e trimestre de la grossesse, c'est systématique. On donne le préventif dans les formations sanitaires. Ne les prenez pas, n'allez pas les déposer. Il faut savoir que c'est un médicament qui peut être pris à jeun. Parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui arrivent, quand on leur donne, elles disent qu'elles n'ont pas encore mangé, donc elles ne vont pas prendre. Et du coup, elles prennent le médicament à les déposer à la maison. Et moi, je vous dis que c'est un médicament... Les conséquences quand la femme enceinte ne suit pas le traitement? Justement, une femme enceinte qui n'a pas suivi la prévention
et qui contracte le palu, il peut y avoir les conséquences et sur la femme elle-même ou bien sur le fœtus. D'abord sur la femme, elle peut avoir une anémie grave parce que le plasmodium, le germe responsable du paludisme, il éclate les globules rouges. Et en éclatant les globules rouges, c'est certain, tu vas lentement mais sûrement vers une anémie qui peut tuer la femme. Et sur la grossesse même en tant que telle, sur le fœtus, on peut avoir un avortement. On peut avoir un retard de croissance intra-utérin. On peut avoir une mort in utero. On peut avoir un faible poids de naissance. Tout ça, c'est sur le fœtus. Sur le fœtus. Ou le paludisme néonatal aussi. D'accord. Qu'on peut avoir. Donc, pour dire que le paludisme a beaucoup de conséquences sur la femme enceinte, alors je leur suggère de prendre la prévention. Et malgré la prévention, elle peut être malade. Parce que si elle a été exposée à beaucoup de piqûres de moustiques, elle peut tomber malade malgré la prévention. Malgré la prévention. Oui. Donc, une femme enceinte qui se sent malade, qui sent qu'elle a des maux de tête, ou bien qu'elle a des courbatures, qu'elle chauffe. Parce que quand on parle de fièvre, c'est une température supérieure ou égale à 37,5 degrés. Donc déjà à 37,5, on parle de fébricule, de fièvre. Donc une femme qui sent ces signes-là, une femme enceinte, elle n'a qu'à rapidement aller consulter. Pour éviter donc les conséquences graves. Tout à fait. D'accord. Nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission qui constitue donc les conseils nutritifs. Docteur, alors, lorsque on souffre de paludisme, qu'est-ce qu'il faut manger ou qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Certainement, le docteur a entendu parler des fruits saisonniers, notamment le karité. Il y en a qui disent, dès que tu consommes beaucoup de karité pendant la saison hivernale, c'est bonjour le paludisme. Qu'est-ce que le docteur peut nous dire par rapport à cela? Est-ce que le karité, en consommant les fruits saisonniers tels que le karité ou encore d'autres fruits, on peut contracter le paludisme? Non. En consommant le karité, on ne va pas contracter le palud. Le paludisme est dû à la piqûre de moustique qui va transmettre un parasite qu'on appelle la plasmodium. Donc, on peut bel et bien manger les fruits sans problème. Mais le conseil nutritionnel que j'ai à donner pour les patients souffrant de palu, il faut bien manger. Parlant de l'artéméthyle-luméfantrine, un patient qui est sous artéméthyle-luméfantrine, il lui est conseillé de prendre le produit au cours d'un repas gras ou bien avec du lait. Alors que dans notre contexte, on dit que quand tu as le palu, il ne faut pas manger du riz, il ne faut pas manger gras, il faut seulement boire la bouillie. Non. Un patient qui a le palu et qui est sous artéméthyle-luméfantrine, s'il ne boit que de la bouillie, il ne sera pas guéri. Il doit manger et il doit manger gras ou bien il doit prendre du lait parce que le médicament est liposoluble. L'huile va permettre une bonne absorption du médicament et il sera vite rétabli. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? On peut manger ce qu'on veut. Pour dire qu'il n'y a pas des aliments qui sont contre-indiqués pendant le traitement du palu. Mais parlant de la dihydroartémisinine pipirakine, ça par exemple, on peut le prendre juste avec de l'eau ou du jus. Lui, il est hydrosoluble. C'est-à-dire? C'est pour dire qu'il est bien absorbé avec de l'eau. Mais si tu n'as pas mangé aussi, ça risque de te secouer. Donc, il faut bien manger pendant le traitement. La solution, c'est de très bien manger même. Avant d'avaler le médicament. Voilà, c'est de très bien manger avant de prendre le médicament et aussi respecter les posologies. Pour le paludisme simple, c'est un traitement de 3 jours. Concernant la dihydroartémisinine pipirakine, c'est une prise unique par jour pendant 3 jours. Mais pour l'artéméthyle-luméfantrine,
Le premier jour, les 2 prises doivent être espacées de 8 heures. Et le deuxième et troisième jour, les prises doivent être espacées de 12 heures. Donc, il faut respecter la posologie. Alors, nous vous disons merci. Merci, Dr Ga Awa Traoré, d'avoir été avec nous pour ce numéro, pour avoir donc éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur des aspects du paludisme. Je rappelle, le Dr Ga Awa Traoré est généraliste au district sanitaire de Nongmassem. Elle est également enseignante de pathologie médicale dans des écoles de santé de la place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes au terme de notre émission, de votre émission Santé pour tous. Merci pour votre agréable attention et on se retrouve pour un prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé.